Aucun travailleur ne saurait dire qu'il n'a jamais subi un stress professionnel, ce stress psychologique lié à son travail. De nombreux éléments peuvent l'entraîner, entre autres le manque de reconnaissance, le harcèlement, la quantité élevée de travail ou encore l'envie de bien faire. On se rend compte qu'aujourd'hui, comparativement aux années antérieures, des mesures, des conditions d'hygiène et de sécurité au travail ont été améliorées, mais il n'en demeure pas moins que de plus en plus des personnes ont de stress au travail ou ont un stress dû à leur travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine de la santé qui, chaque semaine, vous met au fait des actualités sanitaires, mais également des pathologies. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Ce soir, nous nous intéressons à la gestion du stress et des conflits au travail. L'OMS ne communique pas des chiffres précis sur le stress au travail, mais estime que 12 milliards de journées de travail sont perdues chaque année pour cause de dépression ou d'anxiété, ce qui coûte près de 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Allez évaluer en francs CFA pour comprendre le manque à gagner. Alors, il est sur ce plateau, notre spécialiste de ce soir, docteur Roger Etoile. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Bonsoir vos téléspectateurs. Alors, le docteur Roger Etoile est médecin de travail, médecin de santé publique également, et c'est le directeur du centre médico-social du port autonome de Douala. Bienvenue sur le plateau de Check-up. Merci. Alors, avec vous, on parle ce soir de gestion du stress et des conflits en entreprise, ce qui rentre, bien entendu, dans votre champ de définition, dans votre domaine de définition. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi le stress? Alors, on peut définir le stress comme une réponse physique, psychologique ou émotionnelle à des attentes professionnelles qu'on juge très élevées par rapport à nos ressources. Donc c'est globalement vous êtes stressé quand vous avez des attentes qui sont supérieures aux ressources que vous pouvez. Ça veut dire, je prends un exemple simple, si vous devez payer un loyer qui coûte 150 000 et que vous n'avez que 50 000 et tout ça, vous êtes stressé. Si vous devez faire un certain nombre d'activités et vous avez très peu de temps, vous êtes stressé. Donc, si on vous confie une charge de travail que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir assumer, vous êtes stressé. Si vous travaillez mais dans des conditions qui ne sont pas idoines, idéales pour pouvoir produire un rendement, vous allez être stressé. Donc, alors, on comprend que le stress, c'est l'état physique, l'état mental, l'état psychique. En fait, c'est ce qu'on ressent. Oui, mentalement. C'est une perception, c'est-à-dire que c'est une perception qui a donc un retentissement à la fois sur notre corps, sur notre mental et sur nos émotions. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui du milieu professionnel, quelles sont même les causes du stress en milieu professionnel? Alors, les causes du stress en milieu professionnel sont multiples. D'abord, il y a la question de l'organisation du travail. Si le travail n'est pas bien organisé, si les tâches ne sont pas très bien définies, et vous aurez un certain nombre de choses qui ne vont pas très bien marcher et la personne va ressentir du stress. Ensuite, il y a la question du management, c'est-à-dire que si les personnes qui doivent encadrer les travailleurs, les collaborateurs ne sont pas à la hauteur ou qui ont un management qui est tyrannique
évidemment, vous aurez également des sources de stress. Il y a également tout ce qui est atmosphère, ambiance au travail. Ça peut être des ambiances physiques. Par exemple, vous êtes dans un espace très réduit pour voir des bureaux qui sont surchargés pour peu de personnes, ou alors dans une atmosphère aussi de travail qui n'est pas très convivial, qui est très conflictuelle. Évidemment aussi, vous allez être stressé. C'est vrai qu'en entrée de jeu, quand même, j'ai parlé aussi souvent de l'envie de bien faire, parce que il faut qu'on voie aussi ce côté-là. Il y a les personnes, parce qu'elles veulent bien faire, elles ne veulent pas décevoir leur employeur, et elles créent une situation de stress. Ça peut arriver? Oui, bien sûr. Il y a le côté extrême de ça, on appelle ça l'addiction au travail ou le work-alcoolisme. C'est une espèce d'addiction, et tout ça sur le lieu de travail, parce que quand vous voulez toujours bien faire, vous êtes perfectionniste, évidemment vous pouvez être stressé. Alors comment les reconnaître? Est-ce qu'il existe des signes? C'est-à-dire que moi, je peux avoir mon collègue autour de moi. Comment je reconnais que celui-ci est stressé? D'abord, il y a plusieurs types de stress. Oui. Le premier type de stress qui est le plus connu et qui est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out qui est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, c'est-à-dire que vous avez une espèce de fatigue physique, mentale, à pouvoir effectuer des tâches professionnelles que vous effectuez auparavant. Cela peut s'accompagner d'insomnie, ou alors même de somnolence, et de fatigue extrême, de maux de tête, de céphalée, de manque d'appétit. Ça, ce sont les signes qui sont physiques, de burn-out, de l'irritabilité. Donc ça, c'est le burn-out, c'est l'épuisement Alors, donc si j'ai un collègue qui a un simple bonjour et s'irrite, c'est que je commence à soupçonner quelqu'un qui est en train de stresser. Bon, et c'est vrai qu'après, l'idéal est de consulter un médecin du travail qui pourra poser précisément le diagnostic de burn-out, parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais caractère en dehors du stress. Il y a des gens qui sont grincheux, qui sont irritables, qui ont un sale caractère, entre guillemets. Oui, mais parlons de manière générale. Si quelqu'un qui n'était pas irritable devient subitement irritable, on devrait penser rapidement. Bien sûr, donc ce qu'on appelle des modifications de comportement. Ouais. Si vous observez une modification de comportement, vous pouvez soupçonner que la personne est stressée. Si vous commencez à vous observer également, par exemple, des absences répétées sur le lieu de travail, des demandes de permission, ou parfois même des absences sans permission. Vous pouvez aussi observer à un certain moment une multiplication d'erreurs. La personne qui est avec son travail, qui était soignée, se met à multiplier un certain nombre d'erreurs, et tout ça, vous pouvez également vous dire que cette personne est stressée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Mais ensuite, il y a une autre forme qui est justement l'inverse, qu'on appelle le bore-out, qui est l'ennui au travail, et tout ça, qui est également une forme et comment on remarque celui-là, l'ennui au travail? Comment on remarque ce type de stress-là? Non, justement, l'ennui au travail, c'est le fait que vous n'avez pas, on vous donne pas une quantité de travail qui est stimulante pour votre journée. Vous voyez généralement parfois des gens qui sont victimes, parfois c'est un cercle vicieux, des personnes qu'on met un peu en quarantaine sur le lieu de travail, peut-être parce qu'elles font l'objet de stigmatisation, de chasse aux sorcières. On ne leur donne pas du travail, on les isole, on ne leur adresse pas la parole, ces propositions ne sont pas retenues. Donc c'est ce genre de, en fait, c'est ce genre de personnes qui sont victimes de l'ennui au travail. Et c'est très fréquent parce que parfois on veut punir quelqu'un de n'avoir pas adhéré à ce nombre de choses. Voilà, alors, et lorsqu'on vous isole, ça crée aussi un stress. Ça devient aussi problématique parce que, comme on disait, on a le burn-out, on a le board-out. Mais il y a une troisième encore qu'on appelle le brown-out. Brown-out? Brown-out, c'est une espèce de travail paradoxal. C'est-à-dire que vous venez travailler, mais on vous donne un travail qui n'a rien à voir avec vos compétences. Ah, d'accord. Par exemple, je dis, vous êtes ingénieur,
peut-être après on vous envoie aux archives, vous êtes journaliste, et on vous avoir fait les courses. On vous avoir fait les courses. Et donc vous retrouvez, peut-être vous avez un gros diplôme et vous voyez, vous faites un travail de tâcheron, oui. Et tout ça là. Donc vous avez l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites là. Et c'est très fréquent, vous voyez, quelqu'un qui travaille, il a des tâches qui n'ont rien à voir avec son diplôme ou ses compétences. Mais il reste là parce qu'il a besoin de salaire. Exactement. Il reste là alors qu'il est en train de se tuer à petit feu. Exactement ça. Exactement. Et après, il va commencer à développer peut-être la diversité. Voilà, c'est un travail, on appelle ça un manque de sens, parce que le travail doit avoir du sens. Voilà. Quand vous levez le matin, vous travaillez, vous effectuez cette mission, ça va avoir un sens. Quand il y a une perte de sens, quand vous ne savez pas ce que vous faites là, et tout ça, ce qu'on appelle du burn-out, et c'est également très pernicieux. Je vais vous inviter à aller suivre ce reportage, et nos reporters Elisabeth Bengoum et Armand Pagna ont posé la question à quelques personnes dans la rue, celle de savoir, avez-vous déjà eu un stress sur votre lieu de travail et quelle était la cause dont... Écoutons-les dans le reportage qui suit. Se sentir irritable, fatigué, avoir du mal à se concentrer au travail, ressentir des douleurs incessantes, une transpiration continue ou la boule au ventre quand il faut parler de son travail, voici quelques signes de stress. En milieu professionnel, les situations de stress peuvent être nombreuses et variées. Rencontrés dans les rues de Douala, ces Camerounais, prestataires pour les uns, collaborateurs ou employés, racontent. En fait, c'est que l'envie, n'est-ce pas, de trop bien faire, de vouloir marquer le client, de vouloir impressionner en quelque sorte le client. Donc ça fait que parfois, je te demande comment sortir de tes derniers retranchements pour offrir ce qu'il y a de plus merveilleux. Voilà. À l'idée, n'est-ce pas, de captiver ou de capter l'attention du client et de ses invités, bien sûr, parce que ces invités sont de potentiels clients d'une prochaine fois. Le stress, c'est monnaie courante. Parfois, il est favorisé par les patrons, parfois l'environnement. Mais l'impact de cela est normal parce que l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas très facile non plus. Mais il faut pouvoir faire la part des choses pour pouvoir tirer son épingle du jeu toujours. Je n'étais pas compris par ma hiérarchie. Vous savez que quand vous faites une formation, parfois vous rencontrez des gens dans votre profession qui n'ont pas fait une formation. Et quand vous voulez appliquer ce que vous avez appris en formation, ça devient un problème. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'on apprend en formation qu'on trouve sur le terrain. Si certains parviennent à identifier leurs stresseurs, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Charge de travail excessive, conflits entre collègues, responsabilité élevée, manque de reconnaissance, manque de compétences ou de ressources nécessaires pour accomplir son travail, du stress qui monte, de quoi avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale des employés ou collaborateurs, ainsi que sur leur productivité au travail. On a besoin de beaucoup de chiffres et autres, c'est où le stress monte, les targets. Quand les targets ne sont pas respectés, la manière de gérer l'effectif et autres, quand ça traîne aussi et tout, il n'y a pas le résultat qu'on demande, c'est où le stress monte. Face à tout ceci, les psychologues et professionnels de la santé invitent les managers à être attentifs au stress de leurs collaborateurs. Avoir des hobbies en dehors du travail, une autre recommandation. Une activité physique régulière, se créer des pauses de relaxation au travail, avoir une bonne hygiène alimentaire. Voici de quoi diminuer l'impact du stress négatif sur les employés et éviter un burn-out.
Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage, docteur Roger et toi. Vous consultez au quotidien dans les entreprises et quelles sont souvent les plaintes qui reviennent le plus souvent? Oui, vous avez parfois des plaintes qui sont cliniques, hein? C'est-à-dire que la personne vient vous voir parce qu'elle se sent fatiguée, parce qu'elle a mal à la tête, parce qu'elle n'arrive pas à dormir et quand parce qu'elle a mal au ventre, elle a des crampes. Et quand vous enquêtez, vous trouvez que la personne est parfois victime de stress aigu. Mais il y a aussi, voilà. Mais justement, il y a une autre forme, en fait, parfois où la personne vient se plaindre que, docteur, on me refuse mes congés. Hein? On me refuse, ça fait 3 ans, 4 ans, je suis pas parti en congé. Quand je demande un congé, mon patron, mon chef refuse, il dit qu'il y a encore du travail à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Parfois même des arrêts maladie. Vous êtes en arrêt maladie, on vous défalque ça. Parfois les week-ends même, les jours fériés, on vous appelle de venir travailler. Ça, ce sont des signes d'alerte qui montrent que le climat psychosocial n'est pas très bon. De l'entreprise. Mais, et parlons des conflits. On sait que c'est quelque chose qui ne manque pas dans les entreprises. On a souvent les conflits entre collègues, parfois même entre employeurs-employés, parfois même entre 2 employés, parfois même entre 2 voisins de bureau. Mais généralement, comment surmonter ces conflits-là? Comment faire pour que ces conflits-là n'aient pas un impact sur notre santé mentale et pour qu'on développe un stress et par la suite une dépression? Bon, d'abord, il faut classer les types de conflits. Ce que vous pouvez trouver sur le travail. Il y a un type de conflit qu'on appelle le mobbing. Le mobbing, c'est un peu comme si il y a une meute autour de vous. Vous avez l'impression que au travail, vous êtes comme le mouton noir. Tout le monde vous accuse de tout et de rien. Il y a des rumeurs qui circulent autour de vous. Généralement, c'est souvent des personnes qui s'illustrent professionnellement ou qui ont un très bon rendement, qui sont très bien vues par leur hiérarchie. Et pour les casser, on crée on crée ce conflit. Il y a une autre forme qu'on appelle le bullying. Bullying to bull en anglais, ça veut dire aboyer. Ça, c'est généralement les chefs tyrans. Généralement quand il arrive dans la pièce, il se met à crier sur tout le monde, il n'est jamais satisfait, il donne des demandes d'explications, des punitions et tout ça là, tout va. Quand il arrive, c'est la terreur, il est parfois le seul à parler, à couper la parole, à rudoyer, à insulter, à mépriser les collaborateurs en public. Sous prétexte d'avoir parfois une gestion rigoureuse, donc c'est très difficile également cette forme. Parfois il y a d'autres formes telles que le harcèlement, soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. On va vous exiger des choses qui n'ont rien à voir avec le travail que vous devez produire. Par exemple, en termes de harcèlement sexuel, on pourra exiger à la victime un certain nombre de faveurs sexuelles qui n'ont rien à voir avec ses compétences, avec le travail qu'elle doit produire. Et elle sera donc en déséquilibre parce que son travail ne sera pas valorisé ou alors elle sera méprisée. Et tant qu'elle n'aura pas cédé à sa victime, elle ne pourra pas rester en paix et c'est une autre source de stress. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous parlons ce soir de gestion de stress et de conflits sur le lieu de travail et nous avons comme spécialiste en médecin de travail un médecin de santé publique. Il s'agit du docteur Roger Etoile qui est par ailleurs le directeur du centre médico-social du port autonome de Douala. Alors, docteur, on a défini les différents conflits, on a essayé de baliser, de présenter ces différents conflits, les différents stress. Maintenant, une fois que le diagnostic est posé, qu'on décèle que cet employé-ci, ce travailleur-ci souffre de stress, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment faire pour pouvoir briser ou se libérer de ce stress-là en milieu professionnel? Alors, docteur,
on a défini les différents conflits, on a essayé de baliser, de présenter ces différents conflits, les différents stress. Maintenant, une fois que le diagnostic est posé, qu'on décèle que cet employé-ci, ce travailleur-ci souffre de stress, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment faire pour pouvoir briser ou se libérer de ce stress-là en milieu professionnel? Alors, les actions sont de divers niveaux. Il y a d'abord des actions au niveau du travailleur, des actions au niveau du médecin de travail, et ensuite il y a les actions au niveau de l'employeur. Les actions au niveau du travail, c'est de prendre conscience que sa santé est son principal capital. Ça veut dire que si aujourd'hui sa santé se détériore, je pense qu'il aura perdu une grande partie de ses ressources, parce que tous les fonds, l'argent, les ressources qu'il aura après, ce sera pour dépenser, pour essayer de retrouver sa santé. Donc aujourd'hui, le stress est un facteur de risque cardiovasculaire qui peut entraîner des maladies telles que l'hypertension artérielle ou les accidents vasculaires cérébraux. Donc il faut en prendre conscience et faire très attention. Le stress impacte sur la vie de famille, parce que vous n'aurez plus de temps pour vous occuper de vos enfants, de votre conjoint, et peut même impacter même sur la sexualité de couple. Donc il faut en prendre conscience et pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir lutter, telles que par exemple le repos, savoir s'arrêter quand vous avez fourni un certain nombre Permettez-moi de vous interrompre. Tout à l'heure, vous avez quand même pris un cas très important. Ce travailleur-là, parce que vous parlez de repos, ce travailleur qui a besoin de repos, il sent qu'il a besoin de repos, mais sa hiérarchie ne lui donne pas le repos. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelle est la voie de recours? Est-ce qu'il va dire, parce que s'il sent que j'ai besoin de me reposer, ma santé avant tout, et s'il va, il va se reposer sans l'accord de son employeur, il sait qu'il a perdu son travail. Et là, c'est un dilemme quand même, le choix difficile à faire. Oui, il a plusieurs voies de recours. La première voie est d'abord de consulter son médecin du travail. Ça peut être le médecin du travail d'entreprise, ou alors parfois les entreprises ont des conventions avec des cliniques pour la médecine du travail. Donc, il doit signaler le problème à son médecin du travail, qui dans un premier temps pourra par exemple lui octroyer un certain nombre de jours de repos médical, et pourra même entreprendre des actions de plaidoyer, de négociation auprès de sa hiérarchie pour pouvoir laisser le travailleur se reposer. Ensuite, il pourra saisir parfois le N+2, parce que si vous avez un problème avec le N+1, qui est votre supérieur hiérarchique, et qu'il n'entend pas raison, vous pouvez saisir la personne au-dessus, voir le chef de l'entreprise, voir le promoteur de l'entreprise, pour signaler votre problème. Si jusque-là ça ne va pas, vous avez toujours des voies de recours administratives, telles que l'inspection du travail, pour pouvoir signaler votre problème. Quand vous avez déjà la protection de l'inspecteur du travail. Vous pouvez partir. Non. Vous pouvez partir vous reposer. Je pense que l'inspecteur va mettre en place des mesures pour pouvoir vous permettre d'aller vous reposer. Ça, c'est ce qui concerne le repos. Mais évidemment, il y a d'autres mesures du travailleur, telles que évidemment les activités de relaxation, que ce soit le week-end, les sorties en famille, le sport et tout, la musique, qui sont également des mesures qui peuvent atténuer le stress. Ça va aussi relativiser, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus là, le travail va continuer. Savoir aussi se dire que tous les problèmes, vous n'allez pas porter tous les problèmes de la terre, et aussi banaliser un certain nombre de choses, parce que parfois vous pouvez subir un reproche et vous le prenez au travail, vous le prenez tellement à cœur que ça va endommager votre réflexion. Donc il faut aussi relativiser, savoir aussi relativiser un certain nombre de choses. Maintenant, il y a aussi le médecin du travail, qui doit
aussi protéger les travailleurs, identifier ceux qui sont victimes de stress. Jamais, chez nous, on établit sur une cartographie des zones de stress. On peut connaître en temps réel à peu près des zones où il y a beaucoup de stress. Peut-être ça peut être une unité de travail, une direction, une structure. Si on commence à identifier qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui viennent de là et tout ça qui se plaignent d'un chef particulier, nous mettons en place des mesures pour pouvoir rencontrer ce chef, essayer de voir ce qui ne va pas, poser un certain nombre de diagnostics pour pouvoir essayer de décanter la situation. Vous savez qu'il y a plein d'employeurs qui disent que non, ça me coûte de l'argent si je prends un médecin du travail. Mais pourtant, on sait que si vous avez une ressource en bonne santé, vous avez un capital humain en bonne santé, vous avez forcément un bon rendement, c'est vous qui êtes gagnant. Oui. Mais il y a beaucoup d'employeurs, chefs d'entreprise qui ne comprennent pas de cette oreille-là. Et c'est une erreur parce que voir vos travailleurs debout devant vous, même s'ils ne se plaignent pas de maladie, ça peut être trompeur, même en termes de productivité. Vous savez, il y a une notion qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est justement le fait d'être au travail alors que vous n'êtes pas là ou vous ne devrez pas. Voilà. Et il y a 3 formes. La première forme, on appelle ça le présentéisme contemplatif. C'est-à-dire que le travailleur est physiquement là, mais dans son esprit, il n'est pas là. Vous le voyez derrière un ordinateur, peut-être qu'il joue au jeu ou bien il est sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'est pas avec vous, il ne vous produit pas le travail. Et il y a une autre forme de présentéisme qu'on appelle le présentéisme stratégique. C'est-à-dire, vous voyez le travailleur hyper présent. Il vient tôt le matin à 6 heures, il rentre tard le soir, il est même très bien vu par vous. Mais il faut savoir qu'en termes d'ergonomie au travail, un travailleur ne peut pas être productif plus de 8 heures par jour. Donc, il faut lui laisser le temps d'aller se reposer. Quand vous le voyez, il est venu tôt. Même s'il ne veut pas, dites-lui que rentre te reposer pour qu'il soit productif le lendemain. Ces gens-là, parfois, donc vous allez voir. Et il y a une 3e forme qu'on appelle le surprésentéisme. Ceux-là, ce sont des gens qui ne prennent pas de congé, qui ne prennent pas de jours d'absence, qui ne prennent pas de congé maladie. Ils travaillent même en étant malades. Et cela, et des études ont prouvé que le présentéisme coûte plus cher que l'absentéisme aux employeurs. Parce que si quelqu'un ne doit pas travailler, mais il est là, il peut vous faire une erreur. Imaginez un médecin qui doit opérer un malade alors que son esprit n'est pas là. Vous voyez, il peut faire une erreur médicale terrible. Quelqu'un qui pilote une grosse machine industrielle alors qu'il est malade, alors que son esprit est ailleurs, il peut faire une erreur qui va coûter des millions à l'entreprise, dont les employeurs... Ou encore un autre prenons par exemple sur l'aspect logistique. Cet employé qui ne devrait pas être là, mais qui vient, il vous met la clim, il vous allume toutes les télés, les ordinateurs, peut-être en termes d'électricité, en termes de... Voilà, ça vous coûte aussi. Ça coûte. Dans le fait, ça coûte autant que la voiture de service, dans la voiture de service, ça coûte aussi. Ça coûte. Si vous imaginez, vous êtes conduit par un chauffeur qui n'a pas son esprit tranquille, mais il peut vous jeter dans le vouri. Donc il faut faire très attention. Les employeurs doivent mettre un point d'orgue sur la santé du travail, la santé mentale, la santé physique. C'est pas une dépense, c'est pas une charge, c'est même un outil d'amélioration de la productivité de leur entreprise. Merci Dr Roger et toi d'être venu sur le plateau. C'est avec ces propos à l'endroit des employeurs que nous allons mettre un terme à cet entretien. Je vous remercie et je salue tous vos nombreux téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés, informés. Si vous avez des préoccupations ou encore des thèmes d'émission à nous proposer, n'hésitez pas. Faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.